Actuellement, nous avons des métiers qui sont des métiers assez disjoints. Le médecin, l'infirmière, le kiné, l'ambulancier, etc. Chacun a une tâche. On sait que nous avons, en raison de l'augmentation de la demande, qui est considérable, la diminution de l'offre, puisqu'il y aura de moins en moins de médecins, il va y avoir forcément une porosité qui va devoir s'installer entre les non-médecins et les médecins, puisqu'on aura moins de médecins. Grâce à ça, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir justement aider des professionnels de santé non médecins, que sont par exemple une infirmière ou un ambulancier ou un pharmacien, à pouvoir non pas devenir médecin, bien entendu, mais du moins avoir les éléments de questionnement qui vont lui permettre de poser les bonnes questions et donc de pouvoir donner un compte-rendu à un médecin distant, lequel lui jouera son rôle de médecin et pourra prendre les bonnes décisions. Il va donc y avoir une évolution, un glissement des compétences. Ce qui va se passer également, c'est qu'on va avoir besoin de créer des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers, ces nouveaux métiers, ça va être, bien sûr, on parle des data scientists en santé, mais on va avoir besoin d'assistants sanitaires, c'est-à-dire des personnes qui sont ni infirmières, ni médecins, ni rien du tout, mais qui vont pouvoir aller auprès des gens pour faire du dépistage, recueillir de l'information, voire faire des débuts de petites explorations, prendre une tension, prendre un pouls, il n'y a pas besoin d'être médecin ou infirmière pour ça, ça s'acquiert assez facilement. Donc je pense que la création des assistants sanitaires va suivre exactement le même chemin que les assistantes sociales après-guerre. C'est un métier qui va s'imposer et qui va permettre d'aller, un peu comme des Missy de Minici, d'aller dans la population pour aller au plus près des gens qui ont un problème, et essayer de recueillir de l'information et de les aider à gérer leur quotidien, à gérer leurs problèmes de santé. On peut penser que les directeurs d'établissements, que ce soit les EHPAD ou les hôpitaux, qui sont confrontés à la gestion humaine des médecins, mais également de l'environnement avec le patient, mais également de la problématique économique, les directeurs d'hôpitaux se trouvent confrontés à des problématiques extrêmement importantes qu'ils n'avaient pas auparavant. Maintenant, l'avènement des nouvelles technologies, s'ils les utilisent bien, permettrait, grâce à tout ce qu'on a vu précédemment, d'améliorer l'efficacité du personnel médical, de gagner du temps, de gagner de la pertinence et donc d'augmenter les flux. En particulier, le flux de patients, entre le patient qui arrive et le patient qui ressort, il y a un temps d'attente qui est absolument considérable au niveau des urgences. Ce temps peut être extrêmement raccourci grâce à de l'intelligence artificielle en amont des urgences, mais également au sein des services d'urgence. Et on sait très bien que l'urgence, c'est le goulot d'étranglement, mais il y a également toute la gestion du patient à l'intérieur de l'hôpital, disponibilité des lits, etc., gestion du personnel, alors qu'on a de moins en moins de personnel. Donc là encore, la délégation des tâches va sans doute, là encore, devoir intervenir. Et donc tout le rôle, toute la problématique pour les directeurs d'hôpitaux, ça va être d'envisager un hôpital numérique qui permette d'être à la fois plus performant et moins coûteux, et de finalement gagner du temps. Donc tout ça, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où les systèmes informatiques sont interopérables. Et alors là, on rentre dans une complexité très très importante. Le patient, jusque dans les années, on va dire 2000, n'avait qu'une chose à faire, c'est se soumettre à la parole du médecin et de suivre le chemin qu'on lui donnait. Maintenant, on sait qu'on appelle ça l'empowerment du patient, mais c'est plus que ça. C'est que le patient maintenant peut être un lanceur d'alerte sur sa propre vie, à partir du moment où il a des outils pour comprendre ce que veulent dire ces symptômes. Et là encore, l'intelligence artificielle joue un rôle, parce que
l'analyse par l'intelligence artificielle permet pour le patient de savoir si ce qu'il a, c'est grave, c'est pas grave, est-ce que je vais à l'hôpital, est-ce que j'appelle le 15, est-ce que je mange du Doliprane en attendant, voilà, qu'est-ce que je fais? Ça peut également aider énormément pour le parcours de soins. Et la gestion du parcours de soins, le patient en est un petit peu étranger a priori parce que il n'a pas d'impact économique, puisque la santé est quasiment gratuite en France pour lui, mais le fait qu'il y ait un continuum qui soit beaucoup plus normé et beaucoup plus organisé fait qu'il sera beaucoup mieux pris en charge. Et s'il est beaucoup mieux pris en charge, le patient se sentira accompagné. Et puis, autre élément, c'est qu'à partir du moment où le médecin, aidé par les nouvelles technologies, va gagner du temps et va gagner de la pertinence, la relation entre le médecin et le patient va s'améliorer parce que le médecin, ayant de moins en moins de tâches à accomplir, va être obligé d'investir de plus en plus dans la relation avec son patient. Donc je pense que, c'est une vision un peu angélique, mais je pense que les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle en particulier vont aider la relation médecin-patient en réhumanisant la médecine parce que les médecins seront obligés, absolument obligés, de recoller avec le patient, parce qu'actuellement on voit que le monde des médecins et le monde des patients est un petit peu en train de s'éloigner et c'est très dommageable à la relation médecin-patient qui est à mon sens le joyau à préserver. Si on commence par la fin en disant quelle est l'amélioration de la formation médicale, de la formation médicale continue, il y a beaucoup de solutions qui existent. Il y a les DPC actuellement, vous avez maintenant des systèmes avec les MOOC qui nous permettent donc d'avoir de la formation à distance. Vous avez les simulateurs qui aident à... maintenant on peut faire des accouchements virtuels avec un mannequin. Donc il y a des tas d'outils, avec la réalité virtuelle, il y a des tas d'outils qui vont être de plus en plus importants, qui vont aider à la formation des médecins et des professionnels de santé en exercice. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là où il y a peut-être un petit peu plus d'inquiétude à avoir, c'est sur la formation initiale. Nous avons des médecins qui ont été formés à la technologie, qui petit à petit sont devenus pour certains d'eux, des monstres froids. Pour d'autres, bien sûr, ils ont continué à être tout à fait dans une démarche empathique, mais on voit bien que le mouvement global de la médecine a abouti à de plus en plus de technicité, de moins en moins de dialogue, de moins en moins d'empathie, de moins en moins de prise en charge. De ce fait, la formation initiale dans les études, en particulier de médecine, est essentielle. Et ça, c'est à revoir, je pense, entièrement. Apprendre aux nouveaux étudiants l'histoire de la médecine. Avant de démarrer médecine, qu'ils fassent des stages infirmiers pour s'occuper des patients, passer le bassin, les nettoyer, etc. Faire tout un travail de façon à ce qu'ils voient s'ils sont dans une démarche qui est une démarche de relation avec le patient ou si au contraire ils sont plus des techniciens qui vont faire des stélioscopies, qui vont utiliser des outils très très performants. Il y a également la nécessité d'avoir une formation en psychologie. Essentiel. Il faut le retour à la sémiologie. La sémiologie, elle est essentielle. Pourquoi? Nous avons vu dans Medvir, dans le système que nous avons fait, que dans 87% des cas, le seul interrogatoire permettait de suspecter le diagnostic final qui sera porté par l'hôpital après examen clinique, examen complémentaire, etc. Or, les étudiants sont formés à des protocoles et ne sont plus formés à la sémiologie. Total, quand ils font un travail et quand ils ont un patient, ils se demandent quel examen je vais demander et qu'est-ce que je vais faire. Donc, ils perdent une faculté de raisonnement. Donc, là, le réinvestissement par la philosophie, par la psychologie et par le comportementalisme devrait aider à sélectionner des futurs médecins qui ne soient plus ceux qui a été formé pendant des années, mais des médecins qui reviendront au chevet du patient et avec lesquels il y aura une relation médecin-patient qui sera beaucoup plus harmonieuse qu'elle ne l'est actuellement.